trouvez cela bien normal d'arriver à une heure pareille? Excusez-moi, vous êtes qui? On ne fait pas attendre! Ici, c'est la Légion étrangère, Gauthier. Pas le Club Med. Bonjour à tous et bienvenue dans l'analyse, et aujourd'hui on vous parle de Red Eye, réalisé par Wes Craven en 2005, où l'on apprend notamment que Cillian Murphy c'est pas vraiment un dandy, ou pas tout à fait, parce qu'en réalité c'est un méchant terroriste qui veut tuer des gens qui sont très gentils. Et bonjour Julien. Salut, comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt bien, on se retrouve sur un film qui est plutôt, je dirais, dans ma zone de confort. On est sur un film un peu atypique, en tout cas atypique dans la carrière de son auteur, à savoir Wes Craven, avec Red Eye, qui est clairement un de ses films, j'aime pas trop le terme, mais on va dire mineur, en tout cas sur le papier de Wes Craven, bien que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le film a quand même coûté un peu d'argent. On va y revenir un petit peu après. Toi, Gillian, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce film? Est-ce que tu le connaissais depuis peu ou depuis plus longtemps? Moi, je connais plutôt bien Wes Craven, enfin, c'est un réalisateur que j'apprécie plutôt bien, mais je connaissais pas Red Eye avant que tu m'en parles. Et c'est vrai que comment tu le vends, entre guillemets, dans le sens où ce serait un film un peu mineur de la filmographie de Wes Craven, bah, c'est pas tout à fait déconnant, parce que c'est pas celui qu'on retient forcément dans les films de la longue carrière de Wes Craven, et pourtant c'est une petite surprise, un film bien sympathique avec un casting ma foi de qualité. Oui, tout à fait. Bah en fait, tu me tends une perche parce que l'idée aussi derrière ce film, c'est de parler de ses protagonistes. Donc de principalement, on va parler de deux personnes en particulier. Donc Cillian Murphy qui joue l'antagoniste protagoniste, enfin on va dire la tête d'affiche du film, un auteur qui est devenu un petit peu malgré lui par rapport à son implication dans le cinéma d'horreur, qui fait vraiment son empreinte, qui est d'ailleurs très souvent considéré comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand en tout cas, réalisateur d'horreur, un de ses fondateurs, notamment via, on va dire, deux créations de grosses franchises de l'horreur, du slasher pour être précis, mais en réalité il a créé d'autres figures qui dépassent juste celles de Freddy et de Scream. On a aussi au casting de ce Red Eye deux acteurs, actrices qui sont quand même relativement importants, à savoir Rachel McAdams qui elle joue réellement la protagoniste du film, ainsi que le grandiose Brian Cox, qui est très connu d'ailleurs pour avoir joué Hannibal Lecter. Je déconne, non bien sûr, pour avoir joué le personnage principal dans Succession. Alors attention, hein, quand je parle de sa performance en Hannibal Lecter, je dis pas ça pour le dénigrer, au contraire, peu de gens le savent, en tout cas dans le grand public, mais ça a été le premier Hannibal Lecter dans l'excellentissime Manhunter de Michael Mann, que j'ai revu récemment et que j'ai encore revu à la hausse, qui est vraiment formidable. Et lui a deux scènes où il est magnétique, très différent de l'interprétation de Hopkins qui viendra après dans le film de Jonathan Demme, Le Silence des agneaux, qui est tout à fait excellent aussi, même si à la revoyure j'avoue que je préfère peut-être Manhunter, hein, étonnamment, mais ça c'est parce que Michael Mann. Et donc si on revient sur Wes Craven, alors Wes Craven c'est un réalisateur purement américain qui est né en 1939, qui est malheureusement décédé il y a une dizaine d'années. Moi c'est vrai que c'était une nouvelle qui m'avait pas mal attristé à l'époque, parce que c'était vraiment à ce moment-là où je découvrais le cinéma d'horreur, et c'était quelqu'un qui m'avait pas mal accompagné. J'avais vu tous les Scream, en tout cas les 4 à l'époque, les 4 qui... non, il y en a que 4 je crois, hein. Scream? Ouais, il n'y en a que 4. Ouais, il n'y en a que 4. Voilà, ouais, bien, on est d'accord. Et pareil, j'avais vu le premier Freddy. Alors étonnamment, j'avais vu que le premier. Donc évidemment, j'avais pas vu son Freddy 7, ni même le Freddy contre Jason. Le truc, c'est qu'effectivement, là où c'est assez intéressant, c'est que Wes Craven, c'est quelqu'un de cultivé qui... et maître en philosophie, également en littérature, ou en tout cas voilà, il a beaucoup étudié la littérature, et c'est vrai que il va finalement à la fin des années 60 obtenir un poste dans une boîte de prod, et va autoproduire son premier film, qui est déjà un film assez important, assez majeur, même si ça reste un tout petit film indépendant dans l'histoire du cinéma d'horreur, qui est La dernière maison sur la gauche, donc film assez culte du
du Rape and Revenge, qui connaîtra, je crois, une suite en 2000. Alors là, je suis pas sûr de la date, je crois que c'est 2008 ou 2009, mais vraiment, on va dire dans le gros creux du cinéma d'horreur, ou en tout cas vraiment cette vague, voilà, c'était ça le terme que je cherchais, la grosse vague de remake qu'il y a eu dans les années 2000, qui a donné quelques bons résultats, comme le Massacre à la tronçonneuse de Marcus Nispel de 2003, ou le très bon Halloween de Rob Zombie, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup... ta gueule. Il y a eu aussi beaucoup de loupés. Hein. Bah, tiens, d'ailleurs, on avait parlé de Black Christmas, qui n'est pas le pire, en vrai. Oh, tu l'as pas vu, hein. De 2006. Ouais, tu l'as pas vu, parce que je l'ai vu et je peux te dire que c'est... Je peux dire que c'est vraiment très mauvais. Hein. J'ai vu des boules sur YouTube. Non, mais voilà, il y avait pas mal de catastrophes. Et d'ailleurs, le Wes Craven, qui lui était encore en activité à ce moment-là, lui n'en aura réalisé aucun. Mais dès son deuxième film, c'est amusant que tu parles quand même de remake, parce que Aja remake La colline des yeux de Craven. Donc, oui, c'est vrai que c'est dans cette mouvance. Et puis Craven était totalement concerné par ce projet. Ouais, et d'ailleurs, oui, on y reviendra, mais plusieurs de ces films ont été... Enfin, en fait, tous ces films cultes ont été remakés à un moment ou à un autre. Et c'est vrai qu'Alexandre Aja, avec sa colline à des yeux, fait mieux en fait que le film original, selon quasiment tout le monde. Hein. Même si le film original, donc de 77, qui est plus ou moins son deuxième film. Alors pourquoi plus ou moins? Parce que en 75, il réalise The Fireworks Woman, qui est un film, je crois, plus ou moins invisible aujourd'hui, j'ai un doute là-dessus, mais qui est plus ou moins un film porno. Du coup, il l'a signé sous le nom de Ape Snake. C'est pour ça qu'on peut dire que La colline des yeux, qui est un film un petit peu plus prestigieux, est son deuxième film, avec l'immense Michael Berryman. Et c'est vraiment un film, un survival, un petit peu dans la mouvance de son premier film, mais aussi évidemment de Massacre à la tronçonneuse, aura un certain impact dans le cinéma d'horreur et également dans le genre du redneck movie, même si là effectivement on est surtout d'ailleurs dans le remake, mais un peu aussi dans l'original, proche de personnages limite fantastiques, on va dire plutôt même folkloriques, parce que le film était lié à une légende urbaine, comme quoi il aurait existé, je crois, au XVIIIe siècle, une tribu cannibale. C'est une famille qui vivait dans les collines, littéralement, comme dans le film, et puis qui se nourrissait de chair humaine. Et d'ailleurs, le film aura droit un peu, à l'instar du Massacre à la tronçonneuse 2 de Tobe Hooper en 1985, donc à La colline à des yeux 2, suite assez mineure de ce film-là. Précédemment, il aura également réalisé La ferme de la terreur et La créature du marais, que j'ai personnellement pas vu. Je sais juste que La créature du marais, apparemment, ça s'est très mal passé et que c'est un peu une catastrophe, voire même un gros nanar, mais bon, je l'ai C'est pas lié au personnage. C'est Marvel, c'est ça? Non, c'est DC. Swamp Thing. C'est DC. Ah oui. Mais voilà, en tout cas, c'est un ratage. D'ailleurs, je crois qu'il va y avoir une nouvelle version. Oui, avec James Mangold à la barre. Voilà. Donc en 1984, Wes Craven sort ce qui est potentiellement son film le plus... Non, peut-être son deuxième film le plus culte, le plus apprécié. Évidemment, Freddy, Les Griffes de la Nuit. A Nightmare on Elm Street. Ouais, il est dur à dire en VO. Vraiment, film super important de la figure du slasher, qui met en scène quasiment, je crois, le premier tueur de slasher vraiment fantastique, ou en tout cas utiliser des pouvoirs spéciaux. On aura Chucky après, on a quelques autres personnages qui s'en rapprochent, mais c'est vraiment un ambassadeur un peu, et qui va devenir le troisième tueur du Big Three, après Jason et The Shape et Michael Myers. Et c'est vrai que sur ce film, on a quand même un casting plutôt pas mal, ou en tout cas de personnes qui seront amenées à devenir des stars. On a évidemment Robert Englund qui campe pour la première fois le personnage de Freddy, qui campera au final 8 fois, mais qui a aussi eu des rôles assez importants à côté, déjà dans le Crocodile de la peur... non. De la mort, non? Ouais, c'est de la mort. Ouais, un truc comme ça, je sais plus. De Tobe Hooper, on en parlait plus tôt. Il a aussi joué d'ailleurs le fantôme de l'opéra, un peu dans la mouvance des Freddy. Enfin bref, un grand acteur du cinéma d'horreur.
Et donc du coup il campe le personnage de Freddy 8 fois au final, hein, avant d'être remplacé dans le remake par l'acteur de Rorschach, j'ai plus son nom, je suis désolé, mais c'est pas grave. On a également aussi un tout jeune Johnny Depp, je crois que c'est son premier ou deuxième rôle au cinéma. Ça doit être un de ses premiers, parce que est-ce que la série 21 Jump Street je crois que c'est en même temps. Ouais. C'est en même temps. On retrouve d'ailleurs John Saxon qui jouait déjà dans Black Christmas en 10 ans plus tôt, qui joue le père du personnage principal, d'ailleurs qui reviendra, je crois, dans Freddy 3, il me semble. Oui, puisque Heather Langenkampf, son personnage Nancy, revient également dans Freddy 3, qui est potentiellement le meilleur film de la saga, qui n'est pas réalisé ni rattaché de près à Wes Craven. Donc avant de faire dire à tes personnages que les suites c'est de la merde dans Scream, clin d'œil, il faudrait mieux les regarder, hein, parce que Freddy 3 c'est quand même très très bien, en plus les Lawrence Fishburne, et ça fait toujours plaisir. Mais voilà, donc John Saxon, hyper charismatique dans le rôle. Moi j'aime beaucoup cet acteur, même si on l'a pas croisé énormément de fois. Et on a effectivement aussi Heather Langenkampf qui est quand même sublime, surtout d'ailleurs dans l'autre Freddy de Wes Craven. Oui, parce que là elle est très jeune, hein, je crois que genre elle a 19 ou 20 ans, elle est très jeune, mais malheureusement cette actrice n'aura pas beaucoup joué à part les Freddy. C'est vrai que ça m'a surpris, genre elle a 5 rôles au cinéma, 3 c'est dans les Freddy, tu vois. C'est un peu dommage, ça me rappelle un peu Angus Scrimm, qui est très très connu, d'ailleurs peut-être qu'on en parlera un jour, pour le Tollman de la saga Fantasme, mais qui au final n'aura pas beaucoup joué dans des films et qui aura surtout fait du théâtre, grande carrière au théâtre. Et donc pour revenir rapidement sur Wes Craven, c'est vraiment un réalisateur prolifique qui a notamment réalisé après L'Ami Mortel, L'Emprise des Ténèbres, qui est un film un petit peu particulier qui traite de vaudou, qui revient un peu sur la figure classique du zombie. On a également Shocker en 89, qui est le premier film d'horreur avec un petit peu de méta dedans. Oui, donc c'est un film qui parle d'un tueur qui a des pouvoirs liés à la télévision, qui a des pouvoirs électriques. C'est un film assez over the top que j'ai pas trop apprécié, mais qui a le mérite de tenter quelque chose. Après, il y a eu Le Sous-sol de la peur en 91, qui est un film qui apparemment est vraiment majeur dans la carrière de Wes Craven. Je suis désolé, je l'ai pas vu. Je vous renvoie évidemment au podcast, encore une fois, c'est pas la première fois qu'on en parle, de Discordia, où ils ont fait effectivement une filmographie complète de Wes Craven il y a 2-3 ans, un peu comme pour Danny Boyle. Et ensuite il va sortir du coup le 7e Freddy, qui est clairement un Freddy très méta, très bizarre. Donc c'est un film vraiment méta sur tout un tas de choses liées de près ou de loin à Freddy, qui est un film pour moi assez raté, mais qui est quand même très intéressant et qui est en brouillon de ce que deviendra Scream et toute sa saga. On va pas en parler plus que ça parce que c'est quand même des histoires qui sont bien connues, mais Scream pour moi reste un film assez majeur du slasher et du cinéma d'horreur, et son plus grand film, en tout cas en termes de renommée, sachant qu'entre les 3 Scream et après un Vampire à Brooklyn, qui est un film assez mineur avec Eddie Murphy, il fera un film tout à fait particulier qui est La musique de mon cœur, avec Meryl Streep, qui s'approche plus de ce que voulait faire à la base Wes Craven quand il a commencé à développer un peu le métier de réalisateur, parce que lui, c'est paradoxal, mais il semblerait qu'il n'aimait pas vraiment l'horreur et qu'il a été enfermé dans ce type de film. Oui, c'est pour ça que il me semblait avoir lu des interviews de lui où il disait qu'il avait littéralement voulu dynamiter ce genre avec Scream en fait, et ça a été toujours le cœur de il a toujours eu à cœur de faire ça, et c'est pas étonnant que La musique de mon cœur sorte entre 2 Scream au cœur de la trilogie. Je sais pas, j'ai l'impression de voir un truc. Ouais, alors bien sûr, il y a probablement de ça, mais je pense que après nous on n'a pas exactement, là on a juste les dates de sortie, on n'a pas forcément c'est pas impossible que Scream 3 ait été fait en réalité après Scream 2, hein, et ça c'est peut-être plutôt l'inverse, La musique de mon cœur qui a été fait après, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vois, tu disais qu'il a voulu dynamiter les codes du slasher. Mais en fait, sans le savoir, il s'est retrouvé encore plus prisonnier de ça. Oui, quoi. oui, après là où effectivement, littéralement, ouais. On voit qu'avec La musique de mon cœur, avec Paris je t'aime, où il fait un segment de ce film à sketch en 2006, et donc Red Eye, le film qui va nous intéresser aujourd'hui, on sent quand même qu'il a essayé de sortir un peu de son registre.
ça n'a pas toujours fonctionné. Je sais que par exemple, voilà, Cursed et My Soul to Take, apparemment, c'est pas bon non plus. Ça va être ses derniers films dans les années 2000, avant son baroud d'honneur avec Scream 4 en 2011, et il décédera 4 ans plus tard. Scream 4 qui, dans mon souvenir, pareil, est encore un film qui essaye de repousser un peu les limites du méta. Et d'ailleurs, ce que vont essayer aussi, je crois, de faire les suites... ouais, je suis désolé, je suis plus à jour du tout sur Scream. On faisait la blague tout à l'heure, comme quoi il y Je avait crois pas qu'il y a de... le 7ème qui devrait pas de sortir. suite. Le 7ème ou le 8ème, je sais pas. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a le 5 et le 6 qui sont sortis. Il y a eu des galères avec le Mais 7. C'est pas des films qui nous intéressent beaucoup. En tout cas, moi déjà Scream 4, c'est pas un film que j'apprécie. Toi, tu l'as pas vu. Et Non, le Scream moi j'ai 5 vu et que la 6, trilogie. J'ai vu que les 3 J'ai premiers. pas envie, quoi. Oui, mais après, ce qui est. Bon, voilà, si on peut faire un peu la synthèse de Wes Craven, et ce qui va nous intéresser aussi sur Red Eye, c'est que c'est quelqu'un, comme tu disais, qui s'est vite pris au piège, en fait, dans ce genre qui est l'horreur, alors que lui désirait un peu d'autres choses en tant que réalisateur. Mais ça reste quand même un pionnier dans les années 70, puis dans les années 2000, de 2 mouvances du cinéma d'horreur, en tout cas. C'était plus les années 80 et 90, mais c'est pas grave. Oui, mais il a commencé avec La Colline d'Adhésion en 77. Bah non, La Dernière Maison sur la Gauche. Qui était Oui. aussi un film qui a eu son impact. Enfin bref. Enfin Voilà. oui, non, mais il a eu... Toujours, en ça a fait, été une toute tête... sa carrière, ouais, c'est ça. Jusqu'à au moins pendant 25 ans. Et c'est vrai que quand on voit, on va pouvoir passer à Red Eye dans très peu de temps, mais quand on voit un peu la façon dont il parle du film, il est vraiment fier de ce film-là. Je pense qu'il peut l'être d'ailleurs, on va y revenir après, mais voilà, il le présente vraiment comme un thriller psychologique, que c'est pas de l'horreur. Que bon, même si c'est pas Moi, je suis pas tout à vrai, fait mais- d'accord avec lui, Attends, mais... on va le laisser finir. Mm. Que voilà, dans ce film, personne ne brandit un couteau ou n'aborde de masque, à part évidemment de façon métaphorique avec une apparence trompeuse. Et voilà, en fait, il remet un peu le scénario du film, on va dire qu'il le relie à quelque chose de plus banal, en disant que effectivement, on ne sait jamais qui on va rencontrer, à côté de qui on va être assis dans l'avion, dans le train, et effectivement comment une journée classique peut tourner au cauchemar. Bon, là, on verra que c'est absolument pas du hasard. C'est là où effectivement Red Eye est un film assez intéressant, notamment aussi parce que c'est certes un film réalisé par Wes Craven, mais c'est surtout un film qui a été écrit par quelqu'un qui avait à cœur, voilà, de faire ce projet, donc qui est Carl Ellsworth, qui a été le scénariste principal, et d'ailleurs qui a écrit ce scénario en tant que premier scénario pour le cinéma, même s'il a travaillé sur des séries à la fin des années 90, et qui n'a pas subi de réécriture. Donc c'est vraiment un scénario entier de la part de son auteur. Et d'ailleurs, il s'est inspiré également de Phone Game, qui est sorti en 2002. Il disait justement qu'il y avait une certaine distance physique entre la victime et son agresseur, et qui voulait en fait avoir un peu une dynamique assez proche, mais en réduisant la distance physique entre le protagoniste et son méchant, son antagoniste, pour avoir une montée d'angoisse qui soit crescendo. Et donc c'est clair que c'est un film dont on sent ses influences. Alors je parle autant au niveau du scénario que au niveau de la réalisation. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même un film qui a coûté 26 millions de dollars. Alors, c'est vrai que ça paraît cher. En vrai, c'est aussi lié au dispositif. Je pense que c'est pas forcément lié à son casting, puisque justement l'idée c'était d'avoir un casting qui soit très jeune, parce que même si le scénariste voulait Sean Penn et Robin White Penn, je suis pas sûr qu'elles soient de la même famille, mais pour les rôles principaux, Wes Craven lui a vraiment imposé d'avoir des acteurs un peu plus jeunes. Comme par hasard, Neve Campbell a été approchée. On aura d'autres actrices pour jouer Lisa, donc qui est la protagoniste du film, comme Jennifer Connelly ou Robin White. C'est finalement, comme on le disait, Rachel McAdams qui a été prise, qui avait 26 ans à l'époque. Et c'est là où je trouve ça un peu étrange, parce que pour le rôle de Jackson, donc le méchant, on a des acteurs qui finalement eux sont un peu plus âgés et déjà très connus à l'époque, comme John Travolta, Nicolas Cage, Kevin Bacon ou William Dafoe. C'était la foire un peu aux gueules et aux acteurs quand même déjà
pas loin d'être des stars, hein, déjà à l'époque, hein, il y a 20 ans. Mais effectivement, le rôle ira à Cillian Murphy, qui pour moi est un casting absolument parfait. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que son budget, il est quand même un minimum justifié par la recréation de l'intérieur d'un Boeing 767 et également le fait qu'ils aient dû, pour avoir ce côté très réaliste de l'avion et de ses secousses, un décor qui était sur une plateforme de plusieurs mètres avec des vérins hydrauliques qui ont pu reproduire les perturbations d'un vrai vol et également avec certaines scènes assez spectaculaires avec des explosions, avec des gros montages, avec pas mal de figurants, le fait que ça a été tourné aussi dans un aéroport. Donc certes le film est assez cher. Encore une fois, il fait assez mineur parce qu'on a une grosse partie du film qui est une sorte de huis clos dans un avion, même si on a quand même pas mal de scènes qui se passent en dehors. Oui, c'est là où je me dis qu'il va peut-être falloir pitcher. Mais voilà, c'est quand même pas déconnant. Et d'ailleurs, le film a été un beau succès avec quasiment 100 millions de dollars de recettes, hein, pour être exact 96 millions, avec presque 200 000 entrées en France. Et évidemment, ça exclut, parce c'est quand même un film de 2005, les recettes DVD, qui je pense ont été assez importantes quand même. Donc voilà, rien que là-dessus, est-ce qu'on peut vraiment parler de film mineur ? Pas au niveau du box-office, je pense pas. D'ailleurs, fait assez intéressant, le film a été distribué par DreamWorks Distribution. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir ce logo devant un film quand même assez sombre et violent. Et également, c'est un film qui a été pensé pour la Panavision en 2.39, donc qui est un format quand même très large et qui donne évidemment un sentiment potentiel, hein, parce que nous évidemment on l'a vu sur une télé. Je pense d'ailleurs que voilà, la plupart des gens qui l'ont vu aujourd'hui l'ont pas forcément vu au cinéma, mais avoir un sentiment d'étouffement, évidemment, d'une proximité avec les personnages. Et également la dernière personne notable, je pense, sur ce film, c'est quand même Marco Beltrami, quand même un gros nom de la musique de film des années 2000, qui notamment est assez connu pour avoir fait les films Blade, et qui est un compositeur que personnellement j'aime beaucoup. Ouais, il a aussi beaucoup bossé avec James Mangold d'ailleurs. Moi, c'est un compositeur que j'ai du mal un peu à cerner. Je trouve que parfois il fait des très bonnes compositions et parfois des trucs très très oubliables. Récemment, moi je l'ai plus retenu sur un Mans 66 ou sur un Logan que je trouve assez bon. Sinon, bof. Mais ouais, non. Okay. Ça reste une distribution et des postes techniques très solides, hein, ouais, c'est prestigieux, auxquels s'entoure Wes Craven. L'idée, c'est qu'on a Lisa, qui est une hôtesse, comme tu disais tout à l'heure, c'est une agent d'accueil, voilà, d'un hôtel extrêmement prestigieux à Miami, qui va devoir, suite au décès de sa grand-mère, prendre un vol en avion, vol qui va être retardé, ce qui fait qu'elle va rencontrer son voisin de siège, qui n'est nul autre que Cillian Murphy, qui est plutôt sympathique, qui est plutôt très beau gosse, et disons qu'ils vont commencer à sympathiser. Et là, je m'interromps pour raconter une anecdote. So are you on this? Very delayed flight to Miami. Yep. You? Sadly, yes. That's why God created the Tex-Mex. Best nachos in the airport. Save your seat. Oh, Hi. What do you have? To always looking forward. Cheers. Il y a quelques années, je crois, lorsqu'on faisait les courts-métrages de fin d'année, parce que du coup, moi j'ai monté ton court-métrage que tu avais réalisé, on avait notre honorable prof Michael Guéraz qui avait fait de belles vidéos pour nous parler des bandes-annonces. Ah, oui. Et il me semble qu'il citait l'exemple absolument parfait de la bande-annonce de Red Eye. Et c'est là où j'avais eu envie de voir ce film, puisque Red Eye possède une bande-annonce absolument brillante qui détourne complètement la bande-annonce, en fait, c'est-à-dire que, et non pas l'avion, puisque en fait il te fait croire dans le film que c'est une comédie romantique. Alors en fait, non, pas du tout, c'est un thriller psychologique, et donc du coup qui te fait passer Cillian Murphy pour le gendre idéal qui n'est pas vraiment dans le film, qui est plutôt un fiefé gougnafier.
Petit coquin. et donc c'est assez brillant et c'est également ce que fait le film, puisque pendant quasiment la moitié du film, 25 minutes sur 1h15 pour être précis, il passe pour quelqu'un de gentil, et ce qui est génial, c'est qu'il est absolument honnête avec le personnage de Lisa. Vraiment, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et elle, évidemment, quand il commence à parler d'attentats, de meurtres et tout, elle en rigole, elle dit « Ah, c'est rigolo », enfin, je crois. Et en fait, elle va se rendre compte que tout est vrai, puisque c'est effectivement pas vraiment un tueur à gages, mais un commanditaire, on va dire, terroriste, qui a derrière lui une sacrée équipe quand même, hein, de professionnels, et donc du coup qui a besoin de Lisa pour faire déplacer une famille de politiques dans une chambre qui serait potentiellement à couvert, enfin, en fait, oui, ouais, pour une attaque terroriste, tout à fait subtile, je pense qu'on peut le dire. Moi ça m'a beaucoup fait rire, hein. C'est quand il remonte le matériel sur le bateau. Et en fait, voilà, c'est ça l'enjeu du film, c'est comment est-ce que Lisa va réussir à sauver son père qui est qui est l'otage, en fait, sans le savoir, d'un tueur qui est aux ordres de Jackson. Oui, enfin, oui, ils font pression sur elle en mode si tu déplaces pas la famille dans une autre chambre, ton père y passe, en gros. C'est vrai. Elle, en fait, elle a pas de preuves d'ailleurs, je crois. Non, en fait, mais bon. Elle a la preuve, si, parce que lui, il a quand même le porte-monnaie du père, donc il met un peu pression là-dessus. Il a des infos, mais voilà. Bon, c'est ça. Bref. Et le truc, c'est que elle va quand même avoir des scrupules et va essayer également de sauver la famille. Et voilà, en gros, c'est le pitch du film. C'est assez simple sur le papier. Moi, d'ailleurs, ça m'a fait penser aussi à un autre film. Je crois que toi, ça t'en a fait penser à un autre. Mais on va y revenir après. Parce que je voudrais qu'on parle rapidement, certes, de Rachel McAdams, qui a un personnage qui est quasiment parfait et qui a ce côté quand même assez intéressant, je trouve, de contenir son stress alors qu'elle a quand même une vie assez compliquée et d'employés modèles, mais évidemment ce qui je pense retient le plus l'attention, outre évidemment on va dire je trouve l'intelligence du scénario de couvrir ce personnage donc de Jack, c'est vraiment la performance de Cillian Murphy. Alors moi d'ailleurs j'ai revu le film là en VF, parce que du coup je faisais du sport en même temps et du coup c'était plutôt cool parce que la VF est de bonne qualité. Okay. C'est Adrien Antoine d'ailleurs qui double moi je l'avais vu en VO. Forcément, qui double Cillian Murphy. Et Dieu que Cillian Murphy est bon. Je trouve vraiment, il en fait parfois des caisses, ce qui est logique avec le personnage, mais surtout à la fin. Qu'est-ce qu'il est bon, quoi. Et c'est là où effectivement ça m'a fait penser du coup au film, au dernier film, je crois. Pour l'instant il n'y en a pas sorti d'autre, de M. Night Shyamalan, que j'avais beaucoup apprécié, qui est Trap, qui a un peu aussi ce même principe. T'as ce personnage, bon là du coup c'est vraiment le protagoniste qui en fait est un tueur en série, où c'est un peu débile, où il va essayer de s'exfiltrer d'une situation pour aller on va dire agresser la cible de ses méfaits, de ses crimes. Et là on a un peu ça aussi, où le film est vraiment divisé en deux parties. Tu vas avoir, enfin trois techniquement, mais on va dire la partie aéroport avion et la partie course poursuite, où je vais te niquer ta mère en fait. Moi je trouve que ça manque, hein, moi, Cillian Murphy, des rôles comme ça, hein. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il est vraiment enfermé dans un truc très stoïque. Tu trouves ah bah oui, quand même, avec Peaky Blinders et Oppenheimer, pour moi, c'est pas des rôles qui lui font vraiment justice. Notamment Oppenheimer, qui je ne comprends toujours pas comment on peut lui donner une statuette sur ce film, mais c'est pas son nom, c'est sûr. C'est franchement un peu discutable, mais pour moi, voilà, Cillian Murphy, c'est quelqu'un qui mérite des rôles comme ça, des rôles chez Danny Boyle comme ça, dans ce style, chez Craven de ce style. Moi, ça m'emmerde un peu qu'ils soient enfermés depuis une quinzaine d'années dans des rôles un peu plus stoïques. Ouais, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'il a commencé, on l'a dit très récemment, du coup, allez écouter notre émission sur la trilogie 28, mais sur un rôle qui est fantastique de Jim dans 28 jours plus tard, qui est certes un protagoniste, mais un protagoniste qui en veut, qui en donne, également dans Sunshine aussi, où il est top, et c'est quand même des rôles qui sont assez exigeants. D'ailleurs, pour moi, c'est pas tout à fait un rôle à contre-emploi non plus, ce rôle d'antagoniste, parce qu'il a un peu le même rôle
à quelques détails près dans le Batman Begins. Oui, ça c'est Christopher Nolan. un personnage un peu psychotique. Bah, c'est l'épouvantail. L'épouvantail, absolument. Complètement. Ouais. Et il a un peu ce même type de rôle. Et là, c'est vrai que dans Red Eye, enfin le personnage est proprement terrifiant. Il est en même temps extrêmement, extrêmement, donc j'exagère, mais il est un peu sympathique. Il est hyper. C'est quelqu'un de beau très gosse. méthodique. Ouais. Très méthodique, très. Un peu drôle aussi. Ouais, un peu avec cet humour un peu british du coup. Bah, le fait d'être aussi honnête, ça. en fait, ça devient drôle. Et surtout, la violence, le coup de boule. Ouais, c'est vrai. Coup de boule. C'est vrai. Non mais le personnage est d'une violence, mais qui devient limite ridicule, cartoonesque. C'est trop drôle en fait. Ah, il y a des situations, oui, qui sont très. Même le truc du crayon, etc. Après, elle s'en prive pas. Ouais. Quand même, mais tu vois, tu fais fais la comparaison avec Trap, mais je trouve que Red Eye c'est beaucoup plus maîtrisé, ramassé, etc. Trap, moi, je n'aime pas du tout le film. Moi, je trouve que comment aimer le film, il faut voir le film comme une putain de farce, comme une comédie. Et moi, je rigolais, mais tout le temps. Mais moi aussi, j'ai ri. Mais moi, le problème, moi, je riais, mais pour les mots. Avec le film. Moi, je riais du film pour le coup. Mais pour moi, le film, c'était assumé. On fait un petit écart. Moi, j'ai pas l'impression. Je pense que Shyamalan vraiment se pense être un génie. Pour moi, c'est totalement assumé. Par contre, je suis désolé. Moi, je me souviens que dans la salle, personne ne riait. Moi, j'avais l'impression d'être le seul à comprendre le film, parce que pour moi, c'est tellement ridicule que c'est évident que c'est pas fait. Moi, j'ai l'impression que c'est même pas fait exprès. Mais du coup, on a tous les deux rigolé du film. Ah, moi, je trouve vraiment du film et avec le film. Il est merveilleusement con. Ah, mais moi, il m'a énervé. Moi, le film m'a énervé. J'avais le point serré. Ah non, mais là, c'est vrai que j'avais le point serré. Red Eye, c'est. Ça sort sur le second degré, mais ça se vautre pas dedans. Ouais, c'est ça. Ça c'est sûr, sauf sur quelques... Mais parce qu'encore une fois, on en revient sur le fait que Craven, c'est quelqu'un qui aime jouer avec le genre, tu vois. Il aime jouer avec les genres, il aime mélanger les choses. Là où Shyamalan, je sais pas, j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas, tu te souviens, on avait vu ensemble son film précédent, là, comment il s'appelle Knock at the Cabin. Mais pour moi, c'est pareil. Qui, moi, je trouve... qui n'est pas parfait, qui est un film qui a beaucoup de problèmes, mais qui est... Moi, j'ai passé un bon moment de Knock at the Cabin, pour le coup. Mais moi, je mets Trapp largement au-dessus. Ah ouais, parce que vraiment, je trouve que le fun, pour moi, on revient sur certains de ses films précédents qui étaient quand même, qui avaient un minimum de fun, tu vois. Moi, Shyamalan, après, c'est très compliqué depuis quelques années parce que Old, c'est une farce absolue aussi. Bah, franchement, si tu as aimé, si tu as aimé Trap, je pense que tu peux prendre ton pied devant Old. On est très loin, effectivement, de ces premiers films qui, eux, pour le coup, étaient ultra sérieux. C'est ça. Mais qui, pour moi, font partie des meilleurs films de l'histoire, vraiment. Ah bah Incassable, Signe, c'est fou, ouais, on est d'accord. Ils sont juste dans mon top 10 ever, les deux. Donc, non mais disons que Craven, en tout cas, je pense, est plus conscient de comment jouer avec le genre. Moi, rien que la scène d'intro, je sais pas pour toi, mais la scène d'intro, la réservation de l'hôtel, je sais pas si tu te souviens un peu de la scène, c'est découpé, c'est filmé comme une scène de poursuite. Vraiment, c'est filmé comme un truc comme si la vie du personnage en dépendait. Tu sais, dans le taxi, elle est là au téléphone, c'est découpé comme une pure scène de poursuite, quoi. Son métier ne la lâche pas, et je trouve qu'il y a aussi ce côté extrêmement, photogénique de l'actrice qui joue Cynthia, sa jeune collègue, qui est vraiment inexpérimentée, Jayma Mace. Je faisais une blague tout à l'heure en off pour dire que elle avait vraiment le regard, les yeux d'une waifu d'animé, mais c'est. Elle a un regard un peu qui me fait penser à un regard un peu que pour avoir Anya Taylor-Joy. Tu sais, c'est vraiment des actrices avec des yeux très expressifs. Et elle est très, donc en fait, t'as vraiment ce côté, disons qu'elle est très dépassée par la situation où t'as des clients mécontents suite à une de ses bourdes où elle veut pas l'avouer en fait qu'elle a fait de la merde, et du coup elle appelle sa collègue donc Lisa, qui elle est parfaite, et donc du coup en fait arrive à faire plusieurs choses à la fois et qui gère complètement la situation d'une main de maître. Et donc en fait c'est là où c'est intéressant, c'est que Wes Craven, non seulement je trouve réalise une bonne scène d'introduction, mais aussi pose ce personnage de Lisa, qui va être extrêmement forte et toujours à droite choisir la bonne chose à faire, même si on le verra notamment dans la scène en fait toute cette séquence dans l'avion qui prend la moitié du film, finalement je trouve prend quand même parfois des risques assez cons quand même, hein. Oui, mais ce qui est aussi intéressant avec cette scène, en plus de ça, de ce que tu as dit, ce qui est totalement vrai, c'est que en une scène, il te démontre à quel point le personnage, sa vie, c'est son travail. Tu vois, c'est son travail, et malgré le décès de sa grand-mère, etc., bam, c'est le travail, tu vois. Qui la bouleverse pas. Elle est triste, mais tu sens que le travail, c'est le travail, il faut absolument satisfaire le client, il faut tout faire pour, et on comprend plus tard pourquoi en fait elle s'est plongée dans le travail petit à petit.
à cause de certains traumas, etc. Et donc en fait, en une scène, il te pose ça, quoi. C'est super bien. Là où Wes Craven, c'est comme le daron, c'est qu'il arrive à légitimer une scène, on la voit à moitié à poil. C'est vrai. Non mais en fait je me suis dit ah ouais, plan nichon et tout. Ah non, en fait non, il y a vraiment une justification qui est plutôt cool et la seule chose justement qui est plus importante de son travail, c'est son père. Et là je trouve ça intéressant parce qu'il y a ce côté un peu, alors évidemment nous on en rajoute sur le film, en soi ça reste un film assez premier degré, mais ce qui est intéressant c'est que justement la seule chose voilà où elle compte le plus, c'est son père, et cette relation est quand même un peu ambiguë, elle est pas non plus parfaitement simple pour elle. Donc c'est intéressant. Et encore une fois, bah, je pense qu'on l'a pas assez dit, mais voilà, Rachel McAdams, elle est super dans le film, et même si ça reste voilà une actrice qui est très prolifique, c'était là pour le coup totalement un contre-emploi à l'époque, parce qu'elle était vraiment connue pour Lolita malgré moi. Pardon. Et là, on sort complètement de ça, et ça va lui permettre voilà de lancer une carrière qui va aller un peu plus vers des rôles un peu sérieux, avec notamment quand même ce personnage extrêmement important de la littérature anglaise qui est bon, j'en fais des tonnes parce que je crois que Irene Adler, donc du coup de Sherlock Holmes, n'apparaît qu'une fois en réalité dans les bouquins, mais ça devient un personnage extrêmement important des autres adaptations de Sherlock Holmes, et donc du coup c'est elle qui joue Irene Adler dans les films de Guy Ritchie, les Sherlock Holmes, et je trouve que c'est un casting qui est top, et c'est vrai que et puis dans les années 2010 elle n'a plus rien à prouver dans les années 2010 hein. On l'a vu aussi sur Spotlight qui est un grand film, on l'a vu même chez Marvel, etc. Donc en fait c'est une actrice qui a vraiment su tirer son épingle du jeu, comme Cillian Murphy. Donc absolument. Voilà, on a vraiment, c'est ça aussi qui est intéressant avec ce film. On parlait de Brian Cox aussi tout à l'heure, qui avait déjà une immense carrière à l'époque, mais on a voilà ce trio de personnages, parce que effectivement les autres personnages sont quand même un peu plus au second plan. On a ces personnages qui sont campés par des acteurs, et on en parlait la dernière fois avec 28 jours plus tard, et un peu 28 semaines aussi. C'est des acteurs qui vont devenir, et c'est là où je trouve intéressant de s'attarder parfois sur des films de début de carrière, qui vont devenir voilà des célébrités. Et pour revenir rapidement à Wes Craven, pour moi non seulement Red Eye c'est son dernier bon film, même très bon film, moi en reparlant je le remonte encore à la hausse. Après il y a une communauté qui aime beaucoup Scream 4 aussi, après c'est vrai que toi c'est moins ton cas. Moi j'aime pas trop, mais j'irais même jusqu'à dire que c'est son meilleur film. Franchement depuis je vais peut-être te choquer, mais depuis le sous-sol de la peur, Scream, enfin je le mets limite au niveau de Scream, tu vois. Ah oui, à ce point. Parce que je trouve que c'est un film où il se libère beaucoup. Il y a vraiment un peu une sorte de poids qui s'échoue du film, et on sent quand même que le film a de la personnalité. Et c'est vrai que Red Eye, encore une fois, avec tout ce qu'on a dit déjà, de 1, les qualités du film, et de 2, effectivement, ce que deviendra son casting par la suite, et même lui, en quelque sorte, puisque je pense qu'il a pris encore plus en légitimité depuis son décès. Ça fait quand même 20 ans que le film est sorti. Pour moi, Red Eye, en tout cas, qualitativement parlant, c'est pas du tout un film mineur. Oui, alors après, moi, pour en revenir à ce que déclarait Wes Craven sur le fait que c'était pas du tout un film d'horreur, que c'est du thriller psychologique, etc. Il un peu la nouille. Un peu. Moi, je suis d'accord sur les deux premiers tiers du film, je suis absolument d'accord. Maintenant, le problème, c'est que le dernier tiers, et notamment la grosse scène de fin, la confrontation entre les deux personnages, c'est du pur film d'horreur, c'est du pur slasher. C'est découpé comme un slasher, le personnage agit comme un tueur de slasher. Il a les tropes du tueur de slasher, même la voix, moi je trouve que quand même on replonge dedans. Oui, par rapport. C'est pas forcément un mal, mais je mettrais quand même un bémol. Alors déjà, il faut préciser, pas un tueur de slasher, un tueur de scream. On peut peut-être y voir un hommage, même si j'exagère un peu, mais je dirais que l'ambiance, en fait si, quand t'as dit tueur de slasher, je me suis dit pas du tout. Et en fait, après, j'ai pensé, je me suis dit, alors, un tueur de slasher, oui, mais de scream. Et effectivement, là, ça colle bien. Et d'ailleurs, je pense que Cillian Murphy, au tech, il aurait très clairement pu jouer un des Ghostface. Il aurait été absolument parfait. Le truc, c'est que oui, ça reste une scène. Moi, je trouve que ça reste dans la continuité, on va dire, peut-être pas. Alors, si, du film, oui, mais on peut aussi associer ça à une scène d'action, tout simplement. Ouais. Un côté moi ça me semble j'aurais aimé que le film fasse abstraction de cette scène. Personnellement je la trouve un peu trop elle est plaisante, la scène est plaisante,
Maintenant, est-ce que vraiment dans le film et dans ce que raconte le film, oui, le personnage de Rachel McAdams va se dépasser encore plus, etc. Ok. Est-ce que au-delà de ça, ça aurait été peut-être mieux de rester sur un truc plus... Alors c'est marrant parce que je sais pas, j'ai un peu de mal avec cette scène. Les critiques sur Trap avaient dit la même chose en fait. Le truc c'est qu'en fait, il y a un souci, on va dire. Là c'est là où peut-être le film a un défaut, c'est que le film en fait, tu vois déjà c'est 1h25. Bon, en réalité, c'est pas 1h25, c'est 1h15. Ouais, 1h15. En fait, je me dis, cette scène qui dure, qui est assez longue. Elle est longue, hein, ouais. Elle est bien 25-30 minutes bien tapée. Alors, il n'y a pas que cette scène-là, il y a aussi en parallèle le sauvetage de la famille, donc qui est plutôt cool d'ailleurs, avec cette scène incroyable où t'as les larbins de Jack qui tirent au. Alors, c'est même pas genre un lance-roquette, c'est le niveau au-dessus. Ouais, c'est un truc avec une visée, une lunette et tout. C'est une mini-nuque, quoi. Ouais, non, mais. C'est trop drôle. Et le truc, c'est que oui, cette scène elle est un peu longue d'ailleurs. Il y a un plan qui me fume de rire où t'as Cillian Murphy qui avec son couteau, d'ailleurs ça contredit un peu ce que c'est ça, Craven, pour moi il se contredit. Il y a un couteau de boucher, oui ça fait, oui. Mais on sait qu'il était assez prétentieux quand même. Oui, bah après ça m'étonne pas, avec il a eu tellement eu des techs folles Craven qu'en vrai on lui pardonne. Mais ouais, cette scène de fou où t'as Cillian Murphy qui slash comme un pro, et t'as Rachel McAdams qui tu sais, là j'ai vraiment vu un truc en mode chevalerie, tu vois, où t'as genre Rachel McAdams qui tape un peu dans le vide avec son club de golf et qui finit par tabasser Cillian Murphy. C'est à crever de rire, quoi. Non, puis on replonge aussi un peu dans des tropes parce qu'il y a même le père qui vient tirer dessus à la fin sur Cillian Murphy pour sauver sa fille. Tu sais, il y a ce truc du personnage qui arrive dans l'ombre derrière pour sauver l'autre personnage. Ouais, ok, mais là où ça a moins de sens, c'est pourquoi Jack laisse le père en vie. Ça, aussi. Non, mais il y a des trucs bizarres. Non, mais voilà, il y a 2-3 trucs bizarres, mais par contre, faut pas oublier que ça reste le scénario à la base qui n'a pas été modifié du coup. Oui, mais ils auraient peut-être dû, tu vois. Ils auraient peut-être mais par contre, tout ce qui se passe dans l'avion, ce qui se passe dans l'avion, c'est. Peut-être rallonger l'intro en fait. Rallonger. Ou même un peu l'avion. Même un peu l'avion, rajouter 2-3 petits trucs. Ouais. Après, voilà, bon, c'est. Globalement. On conseille. Oui, on conseille parce que on recommande. Le film se tient bien en termes de. Il est bien rythmé. 1h15 ça se passe très très bien. La musique est cool. La musique je la retiens pas trop, mais elle fait le taf. Elle fait le taf. Moi je trouve qu'elle colle bien. Elle fait un peu. Et du coup, tu disais que toi ça te faisait penser beaucoup à Trap. Et moi, ça me fait plus penser. Bah, je sais que j'ai l'impression que je le cite souvent en fait. Ouais. Mais Collatéral encore une fois, parce que vraiment, il y a vraiment un pur délire à la Collatéral. Sorti la même année. Ah oui, en plus, bah tu vois. Comme quoi, le hasard, des fois. Mais il y a vraiment un pur délire Collatéral avec ce tueur slash terroriste, avec cette personne qui se retrouve malgré elle prise dans un... Ouais, comme Jamie Foxx, qui se retrouve malgré elle prise au piège. I got 5 stops to make. What's your name? Max. Max. I'm Vincent. I'll meet you in the alley behind the building. Oh no! What the hell? You killed him. Red light, Max. Hold on. Mon Michael Mann préféré, mais c'est vrai qu'après avoir revu Manhunter, je mets peut-être Manhunter devant, mais bon bref, le Collatéral ça reste super. Là pour le coup c'est vraiment un film qui a une production value de fou. Non mais après tu vois, c'est ce qui est intéressant avec Wes Craven. Moi ce que j'adore avec Wes Craven, c'est que c'est quelqu'un qui sent super bien son époque à chaque fois. C'est quelqu'un qui est en pure phase avec son époque. C'est pas pour rien qu'effectivement il y a des trucs qui font penser à Collatéral. Ça sort la même année qu'un film de Michael Mann. Comme on le disait après avec toute sa carrière, c'est quelqu'un qui a toujours extrêmement bien senti son époque. Peut-être moins après Red Eye, où effectivement il s'effondre un peu plus. Red Eye, vous pouvez arrêter. Mais juste que Red Eye, ça a toujours été quelqu'un qui, je trouve, a toujours un peu plutôt bien cerné les choses. Voilà, donc Red Eye, pour moi c'est trop bien, et c'est probablement pas un film mineur. Je pense pas que c'est un film quand même malheureusement qui aura beaucoup de postérité. J'ai pas l'impression que c'est un film qui soit très souvent cité, ce qui est assez dommage. Je pense d'ailleurs, je vais pré-shot le truc, mais je pense que l'émission va pas faire beaucoup de bruit, mais c'est pas très grave parce que s'il y a quelques personnes qui peuvent redécouvrir le film, voilà, ça serait bien. Et je pense typiquement que c'est un film qui aujourd'hui sortirait sur les plateformes et qui a probablement été un succès en DVD. Alors franchement, si le film sortirait aujourd'hui un type plateforme ou même une distribution en salle, tu vois, un peu à la... Ça c'est des films qui ont un high concept entre guillemets.
qui peuvent attirer un certain public. Surtout avec une com aussi bonne. Voilà, avec des acteurs comme ça, franchement, tu prends des acteurs un peu montants, etc. Genre Adam Driver. Ou même des acteurs un peu moins connus. Tu prends des acteurs qui montent un petit peu. Ouais. C'est des films qui feraient leur petit boucan. Qui ont une gueule, ouais. Et voilà, non, Red Eye, pour moi, c'est pas la claque, c'est pas, voilà, mais c'est un très sympathique film. Toi, je sais que tu l'apprécies beaucoup plus, mais ça vaut le surtout coup. La revoyure, ouais. Ça vaut le coup et c'est un très bon moment. Et d'ailleurs, c'est un film qui se remate bien aussi. C'est un film que tu peux voir. Oui, effectivement, toi, tu l'as vu plusieurs fois. Donc, je pense que c'est un film aussi que tu peux voir dans l'avion. Ouais. Ça peut être bien, ça, du coup. J'avais vu une critique Letterboxd qui disait je crois que les gens n'ont pas apprécié que je regarde ce film à côté d'eux dans l'avion. Ah bah, tu m'étonnes. C'est très... Ouais, non, mais allez-y en tout cas. Et regardez Trapp dans un concert aussi. Ouais, Trapp. Énorme. Bah, allez, bisous. Allez, bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. On est là, toutes les 3 semaines. Les invités qui vont arriver aussi. Et puis voilà. Et voilà, suivez-nous sur les réseaux et allez voir la vidéo qu'on a fait sur la trilogie 28 et également les émissions de Discordia quand même, parce que c'est vrai que voilà, moi j'écoute souvent et donc il faut également donner de la force à François et sa clique. Allez, à la prochaine. À la prochaine.